Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine qui a été teintée par l'élection présidentielle chez nos voisins du Sud. L'incertitude entourant l'issue du scrutin a bien sûr un impact sur le Canada qui brasse énormément d'affaires aux États-Unis. Les gens discutent avec Raymond Chrétien, qui fut ambassadeur du Canada aux États-Unis de 1994 à l'an 2000. Bonjour, M. Chrétien. Bonjour, Mme Bégin. Bonjour, Esther. Tant qu'on ne connaît pas le résultat de cette élection chez nos voisins du Sud, c'est comme si nous, au Canada, on vivait un peu en suspens. Je vous demanderais d'abord, est-ce que les Canadiens doivent s'inquiéter de ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Absolument. Je pense qu'il est normal de vouloir savoir ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Après tout, la relation diplomatique commerciale la plus importante entretenue par le Canada, une relation qui sur notre niveau de vie, notre qualité de vie, donc c'est immensément important pour les Canadiens. Donc, il est normal de près, même parce que le scénario qui est devant nous au cours des prochaines journées et des prochaines semaines. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez jusqu'aux prochaines semaines? On voit déjà une lutte beaucoup plus serrée que celle qui avait été par les sondages et par les journalistes. Déjà, M. Trump a dit qu'il allait contester les résultats dans certains États. À partir du moment où on parle de contestation judiciaire, il est probable que nous ne saurons pas pour un bon moment qui sortira vainqueur de cette élection. En fait, les échéances sont bien connues. Nous verrons au cours des prochains jours. Mais ensuite, le 14 décembre, le collège électoral doit se réunir pour déterminer qui de M. Biden ou de M. Trump deviendra président. S'il n'y arrive pas, si aucun des candidats n'a 270 votes, ensuite, ça sera la Chambre des représentants qui se réunira en janvier pour déterminer qui deviendra le nouveau président. Et c'est le Sénat, dans une telle hypothèse, nommerait le vice-président. Donc, on a devant nous une période d'à peu près 2 mois et demi où il va se passer énormément de choses compliquées. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Le nouvel accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, bon, il a déjà été signé, il a déjà été ratifié par les 3 pays. Il n'y a rien qui change au niveau de cet accord. Il est là pour rester, là, pour ceux qui s'inquiètent. Il est là pour rester. Ça a été, en fait, la grande réalisation des 4 dernières années. Cette nouvelle entente commerciale est entrée en vigueur le 1er juillet. Je pense que non, elle est définitivement là pour rester. Bon. Il ne faut pas oublier non plus que ce scénario électoral aux États-Unis, toute cette incertitude qui survient autour du résultat électoral, ça arrive en pleine pandémie. Les frontières entre le Canada et les États-Unis sont fermées depuis le mois de mars. Ça va faire bientôt 8 mois. Évidemment, l'incertitude, c'est jamais bon ou c'est rarement bon, je devrais dire, pour l'économie. Je vous demanderais d'entrée de jeu, est-ce que vous êtes inquiet pour l'économie de façon générale? Écoutez, la pandémie a eu des effets économiques très, très désastreux, négatifs, non seulement pour le Canada et les États-Unis, mais pour l'ensemble des pays de la planète. Bien sûr, le président des États-Unis devra s'attaquer à la reprise de l'économie. Une fois jugulée cette crise, bien sûr, qui est cette pandémie, qui est la COVID-19. Donc, le futur président des États-Unis, quel qu'il soit, fin janvier, devra s'attaquer, bien sûr, à ces deux grands dossiers. Vous avez parlé de la frontière, Esther. Je suis content que vous l'ayez mentionné parce que c'est quand même une frontière immense, très longue, maintenant beaucoup plus militarisée que par le passé, traversée 400 000 fois par jour, une frontière où des centaines de milliers de Canadiens la traversent chaque année pour se rendre, par exemple, en Floride. C'est une frontière qui doit rester à la fois et sûre. Donc, c'est toujours... Quand vous êtes ambassadeur du Canada aux États-Unis, vous surveillez toujours de très près la frontière parce que c'est quand même le lien qui nous unit aux Américains. Est-ce que cette incertitude quant au futur président, ça pourrait avoir un impact justement sur la fermeture ou l'ouverture de la frontière canado-américaine ou pas du tout? Non, écoutez, j'ai observé cette fermeture au mois de mars. Je dois dire que j'ai été favorablement impressionné par la façon dont les 2 pays, en quelques jours seulement, ont réussi à fermer la frontière peut-être la plus compliquée qui existe au monde. 200 postes de contrôle, et ça a été bien fait. Maintenant, on a prolongé cette fermeture là, de mois en mois. Je pense que maintenant, elle est prolongée jusqu'à la fin novembre. Vous savez que bien des gouvernements, y compris le gouvernement du Québec, souhaiteraient qu'elle reste fermée jusqu'à la fin de l'année. Je pense que tout va dépendre de la gestion de la pandémie
par nos voisins américains. Il y a une perception très forte chez les Canadiens que les Américains n'arrivent pas à contrôler cette pandémie. Et tant aussi longtemps que ce sera le cas, la frontière devrait rester fermée. Vous êtes ancien ambassadeur canadien aux États-Unis, je le disais en présentation. Vous l'avez été pendant presque 7 ans. Vous avez l'habitude de collaborer avec les Américains. Si on faisait un peu le bilan des 4 années de l'administration Trump, quand on pense aux négociations difficiles justement du nouvel ALENA, on pense aux tarifs sur l'aluminium et l'acier canadien, on pense également aux insultes du président Trump envers le premier ministre Trudeau, son départ en coup de vent du sommet du G7 dans Charlevoix en 2018. Avant de parler de ce que pourraient être les prochaines années Trump, j'aimerais vous entendre sur quel bilan vous faites des 4 années de l'administration Trump à l'égard du Canada, ce qu'on vient de vivre les 4 dernières années. Je dirais que c'est un bilan qui, finalement, est positif à cause, justement, de la renégociation fructueuse du vieil ALENA, remplacé par l'AECUM, qui est une nouvelle entente commerciale plus équilibrée, où le Canada a bien tiré son épingle du jeu. C'est quand même une réalisation formidable pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Maintenant, ça a été très difficile pour nous parce qu'on a été un peu traînés de force à la table des négociations, nous et les Mexicains, par le président Trump, qui voulait absolument renouveler cette entente qui était critiquée par tous les chefs politiques américains depuis des décennies. Donc, pour lui, il avait besoin de modifier l'ALENA, de rendre l'ALENA un peu plus conforme aux intérêts américains. Je pense qu'il a réussi. Du côté canadien, il fallait suivre. Nous n'avions pas le choix. Et je pense que ça a été pour moi un bel exemple de diplomatie économique active de la part du gouvernement canadien. J'ai bien aimé la façon dont M. Trudeau et Mme Freeland ont négocié cette entente. Ils l'ont fait avec tous les joueurs concernés importants du côté canadien et du côté américain, sans couleur politique. Je veux dire, ils ont travaillé avec des premiers ministres de province d'allégeance conservatrice, avec des gouverneurs républicains ou démocrates, la Chambre des représentants, le Sénat, les journalistes. Et ça a été un bel effort, une belle stratégie mise en place pour réaliser cette entente qui est, à mon avis, la principale réalisation des 4 dernières années. Cela dit, ça a créé beaucoup de tensions. Je pense que la relation ces jours-ci fonctionne bien, mais je la trouve tendue. Je pense que ça a bien commencé au début de l'administration Trump, par M. Trump. Maintenant, nos amis américains, M. Trump a insulté nos chefs politiques à quelques reprises. Rappelez-vous le sommet de Charlevoix, ce qu'il a dit de Mme Freeland. Donc, c'est pas agréable. Cela dit, vous savez, le Canada va composer avec celui qui est en poste. C'est M. Trump qui était là. Et je pense qu'ils ont bien tenu leur bout face à un président qui est souvent imprévisible. Et justement, s'il devait être réélu au terme de ce processus électoral, est-ce qu'on peut s'attendre à peu près la même chose de la part d'une deuxième administration Trump? Rapidement là-dessus, parce que j'ai d'autres questions. S'il devait être réélu, je pense qu'on connaît maintenant l'homme très bien. Ça serait un peu du pareil au même. Ça ne sera pas facile parce qu'il a pris quand même des positions America First, très protectionnistes. L'isolationnisme américain en politique étrangère également ne fait pas notre affaire, mais on le connaît et je pense qu'on pourrait continuer à faire. Le gouvernement canadien n'aurait guère le choix de continuer à travailler avec lui. On va continuer dans le domaine des spéculations parce que si au terme de ce processus électoral, c'est le démocrate Joe Biden qui l'emporte et devient président, bien, on sait que Joe Biden a aussi un agenda protectionniste avec son plan de Buy America qui veut revigorer en fait le secteur manufacturier américain, ce qui voudrait dire plus de compétition pour les entreprises canadiennes. Est-ce que le Canada serait, selon vous, en meilleure posture économique avec une administration Biden? Écoutez, d'abord, il faut savoir que M. Biden a déjà des liens avec le Canada. Comme vous savez, il l'a dit lui-même régulièrement. Sa première épouse venait de Toronto, je pense, où sa famille était originaire de Toronto. Sa colistière, Mme Harris, a grandi à Montréal. Donc, une bonne connaissance du Canada au départ. M. Trudeau l'a très, très bien reçu à Ottawa il y a quelques années, à la fin de l'administration Obama. Donc, je pense qu'au moins, il y aurait une bonne connaissance de part et d'autre. Et rappelez-vous, c'est toujours plus facile. Et ça, je l'ai vécu moi-même quand j'étais ambassadeur aux États-Unis. Quand un démocrate à Washington a affaire avec un libéral au Canada, et quand c'est un premier ministre conservateur, il est plus facile de composer avec un président républicain. Donc, il y aurait une entente philosophique peut-être plus facile avec M. Biden. Il y aurait un changement dans la forme. Je pense que M. Biden est un homme du centre, qui a beaucoup de
beaucoup d'expérience. Je pense qu'au niveau là, des liens personnels, ça serait peut-être plus facile avec lui. Et c'est très important parce que j'ai moi-même vécu cette situation-là. Si la relation est bonne entre les deux chefs d'État, ça se répercute aux divers niveaux de travail par la suite. Et les dossiers litigieux se règlent plus facilement quand de part et d'autre, nous savons que les deux chefs s'entendent bien. Oui, c'est plus facile. En terminant, M. Chrétien, on est donc en attente des résultats finaux aux États-Unis. On est en présence, en fait, d'une élection qui est historique. Comment vous voyez la relation à long terme entre le Canada et les États-Unis, au-delà de tout ce qui se passe présentement? Je vais vous dire, effectivement, c'est une élection historique. Elle est suivie par l'ensemble de la planète. Elle arrive à un moment difficile des relations internationales. Il y a une tension un peu partout dans l'univers ces jours-ci. Alors, pour ce qui est de nos deux pays, quand j'ai quitté Washington en l'an 2000, je me suis posé cette question et ma réflexion m'a conduit à vous dire ceci. Canadiens et Américains se connaissent bien, se comprennent bien. Nous sommes des Nord-Américains. Nous arrivons à bien interpréter même leurs pensées, leurs désirs auprès d'alliés qui comprennent moins bien ce grand pays. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, aussi, je me suis dit, finalement, après 7 ans à Washington, le Canada a de la chance d'avoir comme voisin le pays qui demeure le plus riche de la planète, le plus puissant, encore pour quelque temps, je pense, parce que bien sûr, on sent la montée de la Chine qui pourrait remettre en question cette puissance au cours des décennies à venir. Je pense que c'est un pays qui nous apporte beaucoup. Notre qualité de vie, notre niveau de vie dépendent de nos exportations vers ce pays. Donc, ça, c'est très positif. Et aussi, ça, c'est de notre côté. De leur côté, les Américains, ils me l'ont dit souvent, ont toujours été conscients qu'il était dans leur intérêt d'avoir à leur frontière nord un pays, le Canada, un pays comme le nôtre, qui est un pays développé, un pays riche, un pays socialement très avancé, peut-être même plus avancé que les États-Unis à bien des égards, un pays qui n'aura jamais créé de problème de sécurité, vraiment un pays avec lequel ils ont entretenu une relation de confiance, surtout lors des deux grandes guerres mondiales du siècle dernier. Donc, finalement, c'est une relation gagnante-gagnante. Comme nos amis anglophones disent, it's a win-win situation. On va se laisser sur cette réflexion positive. Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Au revoir. Ailleurs dans l'actualité, on apprend que le gouvernement fédéral ne respecte pas ses obligations linguistiques pendant la pandémie. C'est ce que met en lumière un rapport du Commissariat aux langues officielles du Canada. Dans son étude, le quart des répondants disent avoir eu des difficultés à accéder à des informations dans leurs langues officielles, posant même, dans certains cas, un danger en situation d'urgence. J'en discute dans un instant avec la ministre Mélanie Joly, mais d'abord, voici les faits saillants de ce rapport. Le document met en lumière les commentaires de 2228 Canadiens préoccupés par les communications des divers gouvernements depuis le début. Il révèle que les répondants issus d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire sont plus susceptibles d'avoir eu des difficultés à accéder à l'information dans leur langue officielle préférée. Conférences de presse majoritairement en anglais, relâchement des restrictions de Santé Canada sur l'étiquetage bilingue de produits potentiellement dangereux, communication unilingue ou mal traduite ou difficultés accrues pour les fonctionnaires de travailler en français. La liste est longue des ratés du fédéral en ces temps de COVID-19. Le commissaire aux langues officielles, Raymond Héberge, cite entre autres des discours et des interventions publiques en anglais seulement de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, ainsi que le manque de services bilingues quant aux mesures liées à la COVID-19 dans les aéroports internationaux et à l'Agence des services frontaliers du Canada. Le commissaire formule 3 recommandations au gouvernement fédéral et souhaite qu'elles soient mises en œuvre dans les prochains mois. Il demande entre autres l'élaboration d'un plan d'action du Bureau de la traduction, qui pourrait comprendre la mise sur pied d'un service de traduction accéléré pour les situations d'urgence. Alors, pour réagir à ce rapport, je retrouve la ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Bonjour, Madame la ministre.
Bonjour, Mme Bélin. Le constat est quand même assez troublant en pleine pandémie, en pleine situation qui peut être stressante et je dirais même traumatisante pour plusieurs. Il y a des Canadiens qui n'ont pas accès à de l'information dans leur langue maternelle, la langue en fait qu'ils comprennent, ce qui peut mettre en danger leur sécurité. Comment vous réagissez au gouvernement à ce rapport-là? Bien, il va de soi que la situation était inacceptable et c'est pour ça que rapidement on a voulu la corriger. On a été en contact avec le commissaire aux langues officielles au cours de cette gestion de crise qui maintenant dure depuis quelques mois. Et au fur et à mesure qu'il identifiait des enjeux, rapidement on corrigeait le tir. D'ailleurs, dans son rapport, le commissaire le dit. Mais on doit en faire encore et toujours plus parce qu'on ne doit jamais prendre pour acquis nos droits linguistiques, particulièrement en temps de pandémie et de crise économique. Donc, dans les circonstances, on va s'assurer de respecter non seulement la lettre de la loi sur les langues officielles, mais également son essence. Le commissaire M. Théberge émet une série de recommandations. En plus, entre autres choses, demande au gouvernement de mettre en place le plus vite possible un service de traduction accéléré pour les situations d'urgence. Qu'est-ce que concrètement le gouvernement a fait jusqu'à maintenant? Bien, jusqu'à maintenant, rapidement, lorsqu'il y avait certaines préoccupations, on est intervenu. Même personnellement, moi, je suis intervenue auprès des compagnies de télécommunications qui envoyaient des messages qui n'étaient pas dans les deux langues officielles, ce que je trouvais profondément inacceptable. Alors, ça a été un exemple. L'autre chose, c'est qu'on a voulu trouver une solution qui respectait la loi sur les langues officielles, malgré le fait qu'on avait une pénurie de produits nettoyants et de produits désinfectants au pays. Donc, dans les circonstances, encore une fois, on a travaillé avec les communautés de langues officielles, avec les pharmaciens un petit peu partout à travers le pays pour trouver des solutions. Mais je pense que le commissaire arrive avec des bonnes recommandations. Alors, on en prend acte et très certainement, j'aurai l'occasion d'en parler avec mes collègues ministres qui sont en charge des différents ministères visés par ces recommandations-là. Pour ce qui est maintenant du français dans la fonction publique, je sais que vous n'êtes pas responsable de la fonction publique fédérale, qui relève plutôt du Conseil du Trésor, mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus, parce qu'on apprenait la semaine dernière que des fonctionnaires francophones, à Ottawa notamment, se plaignent que le bilinguisme s'est détérioré dans la fonction publique depuis le début de la pandémie. Il y a des réunions Zoom qui se font toutes en anglais. La documentation qui est transmise aux fonctionnaires en télétravail à la maison est entièrement en anglais. Comment expliquez-vous une chose pareille au gouvernement? Oui, c'est extrêmement préoccupant. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec mon collègue, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, qui s'est empressé d'envoyer une lettre à tous les ministères et également à tous les ministres, bien entendu, pour s'assurer de corriger la situation. C'est pas parce qu'on a des nouvelles technologies qui favorisent le télétravail que le bilinguisme au sein de notre fonction publique doit en pâtir. Donc, au contraire, on doit agir. Chacun a droit de pouvoir s'exprimer dans la langue officielle de son choix. On veut s'assurer aussi que les francophones puissent avoir accès à des opportunités d'emploi à travers notre fonction publique et puissent accéder aux meilleurs postes. Et en même temps, on est plusieurs ministres francophones et on s'attend à être servis également en français. Donc, dans les circonstances, on veut s'assurer de pouvoir respecter nos droits constitutionnels. Oui. On sait que le Canada n'est pas sorti du bois avec cette pandémie. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence au pays, ça avait été le cas au moment de la fusillade au Parlement en 2014, c'est comme si l'obligation des langues officielles prenait le bord. Est-ce que les situations d'urgence, selon vous, justifient qu'on mette de côté les obligations de bilinguisme au pays? Non, absolument pas. Au contraire, lorsque la santé, la sécurité des gens est en jeu, on doit être en mesure de leur offrir de l'information dans la langue qu'ils vont comprendre, qui est leur première langue officielle. Donc, c'est pour ça que c'est préoccupant et c'est pour ça qu'on doit agir. Et donc, dans les circonstances, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis les événements malheureux qui avaient lieu au Parlement, mais on doit en faire plus. On apprend maintenant de la présente pandémie. On a fait des choses comme gouvernement que nul autre avait fait au niveau économique, au niveau de la gestion de la crise sanitaire. Moi, ça doit être le cas aussi en matière de langue. Oui. En terminant, un mot sur ce qui se passe au campus Saint-Jean en Alberta, un des seuls établissements postsecondaires francophones dans l'Ouest canadien. On sait que le gouvernement de Jason Kenney a décidé de couper son financement. Vous avez tendu la main récemment à Jason Kenney. Qu'est-ce que vous espérez de tout ça? On en est où dans le dossier?
Bien, il va de soi qu'un peu comme dans le dossier de l'Université de l'Ontario français, je suis particulièrement préoccupée parce qu'encore une fois, il y a un gouvernement conservateur qui décide de couper dans les ressources offertes aux francophones et donc brimer les droits linguistiques des franco-albertains. Et donc, étant donné qu'on est en pandémie, en crise économique, j'ai voulu tendre la main pour vraiment être capable d'aider le gouvernement de l'Alberta qui fait face à des difficultés réelles au niveau économique. Et là, malgré le fait qu'il y ait des pourparlers au mois de mai dernier avec mes deux homologues au niveau du postsecondaire également des services francophones, dans le fond, j'ai pas eu de retour d'information, j'ai pas eu de retour de communication. Et puis, au final, il n'y a pas de volonté pour l'instant de la part du gouvernement albertain. Et ça, je trouve ça déplorable. Alors, justement, étant donné qu'on est en crise économique, on doit veiller à la protection de nos droits linguistiques. Et donc, encore une fois, je relance la question et j'espère également que les conservateurs à la Chambre des communes vont se joindre à moi et au gouvernement. Et je suis convaincue à d'autres collègues de l'opposition pour dénoncer ces coupures-là et faire renverser le gouvernement albertain. Oui, entre-temps, on va suivre justement cette réaction du gouvernement albertain. Mélanie Joly, ministre responsable des langues officielles, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Je poursuis donc cette discussion sur les problèmes de respect des langues officielles en temps de pandémie avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Anne Reyes, pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu et pour le NPD, Nikki Ashton. Alors, bonjour à vous quatre. Bonjour. Un tour rapide pour entendre tout le monde, leur réalité. Je vais débuter avec Anne Reyes des conservateurs en tant que parlementaire francophone à Ottawa. Est-ce que vous avez constaté de votre côté que l'obligation du bilinguisme s'est détériorée depuis le début de la pandémie? Clairement, on s'en est rendu compte, que ce soit dans l'étiquetage qui a été autorisé exclusivement en anglais pour une question d'urgence, que ce soit dans les envois. Moi-même, personnellement, j'ai reçu l'alerte par texto me demandant de télécharger l'application COVID exclusivement en anglais. Et même les députés qui sont là pourraient le confirmer lors de nos appels qu'on avait avec les hauts fonctionnaires vers 4h, 4h30 pendant le pic de la crise. On n'avait aucun système de traduction. Donc, quelqu'un qui avait plus de difficultés avec l'anglais ne pouvait pas comprendre les réponses qui se donnaient en anglais. Quand on posait une question en français, on avait une réponse en français, mais toutes les autres informations qui étaient partagées aux autres députés, naturellement, c'était plus difficile d'avoir accès à l'information. Donc, il y a eu plusieurs manquements pendant cette crise et il est temps que, comme appareil gouvernemental, on finisse par apprendre de cette situation. Du côté du Bloc québécois, Mario Beaulieu, vous avez sans doute aussi constaté que le français a peut-être pris le bord depuis le début de la crise de COVID-19. Pouvez-vous nous donner un exemple qui, selon vous, est vraiment flagrant? Je sais que j'ai eu plusieurs de mes collègues qui se sont plaints dans leur comité. Au comité des langues officielles, c'est moins pire parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais beaucoup de gens n'avaient pas la traduction. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Même on a vu dans le rapport du commissaire aux langues officielles les conférences de presse ici à Ottawa qui au départ étaient pas suffisamment en français. Ça s'est réajusté. On a des gens qui nous ont rapporté, puis c'est mentionné aussi dans le rapport, des consignes du ministère de la Santé qui ne sont pas en français. Alors, c'est vraiment choquant. On reçoit souvent de la documentation seulement en anglais. Et c'est Gilles Duceppe qui a déjà dit à Ottawa, il y a deux langues officielles, l'anglais et la traduction. Et c'est ça qu'on voit, puis en situation de pandémie, c'est encore pire. Ah, c'est pire. Nikki Ashton du NPD, vous êtes du Manitoba qui compte, on le sait, une communauté francophone quand même importante. Est-ce que vous avez constaté aussi que l'obligation du bilinguisme s'est détériorée depuis le début de la pandémie, je dirais dans votre province, au Manitoba? Je dirais, moi, je l'ai constaté à partir du feedback de mon collègue Alexandre Boulary, c'est un député au Québec, ainsi que des collègues québécois avec lesquels je travaille sur la colline, où il me disait quand ça se passait que vraiment, on voyait que le français n'était pas, les informations urgentes et nécessaires n'étaient pas accessibles en français. Évidemment, on veut s'assurer que les informations bilingues sont partagées avec les communautés
francophones hors du Québec et de l'Acadie, par exemple, comme ici au Manitoba, on reconnaît qu'il y a plusieurs organismes qui manquent de capacité dans ces temps-ci, des organismes qui font leur mieux de faire survivre le français hors du Québec et de l'Acadie. Et c'est essentiel qu'on prend au sérieux ce qu'ils nous disent à ce moment-ci, ainsi que ce que dit le commissaire. Greg Fergus, des libéraux, vous êtes député en Outaouais, c'est une région qui, en principe, est très bilingue, qui compte plusieurs fonctionnaires. Est-ce que c'est le cas, parlant des fonctionnaires, que le français a pris le bord dans la fonction publique fédérale depuis le début de la pandémie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté de votre côté? Écoutez, moi, je peux dire, en tant que député québécois de la région de la Capitale-Nationale et en tant que francophile, moi, ces questions-là me préoccupent énormément. C'est le fait que les fonctionnaires devront avoir la chance de s'exprimer dans leur langue officielle de leur choix, dans le français. C'est tellement important pour moi, pour mes électeurs, pour mes concitoyens. Je dois vous dire que ça, c'est une préoccupation du gouvernement fédéral. Je dois avouer qu'il y avait des plaintes que durant cette période de pandémie, il n'y avait pas de traduction simultanée qui était disponible pour des rencontres qu'on faisait en ligne. Mais dès le moment que mon ministre, le président du Conseil du Trésor, a pris connaissance de ces plaintes-là, il a agi rapidement, il a parlé avec tous ses collègues ministériels, il a envoyé une lettre à tous les sous-ministres indiquant que c'est tellement crucial la question de faire respecter le français comme langue de travail et respecter les langues officielles dans la fonction publique. Bon, il me reste moins de 2 minutes. Alain Reyes, je demande à chacun une question très concise. Le rapport du commissaire aux langues officielles rappelle que le bilinguisme a aussi été malmené dans d'autres situations d'urgence, comme par exemple lors de la fusillade au Parlement à Ottawa en 2014. C'était à l'époque sous un gouvernement conservateur. Est-ce que les conservateurs n'ont pas tendance aussi à bafouer les langues officielles de temps à autre quand ça presse puis qu'on ne peut pas faire autrement? Bien, je pense que depuis longtemps, ce problème-là persiste. Comme ancien maire, lorsqu'on avait des situations d'urgence qui pouvaient arriver, on prenait action pour essayer de prévoir l'imprévisible. Présentement, ce que l'on remarque, et le commissaire l'a très bien souligné dans plusieurs situations, on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs, on ne met pas en place des processus et on ne se prépare pas. Je pense que le message est clair. On doit appliquer les 2 langues officielles et ça prend une modernisation de la loi. Mario Beaulieu du Bloc, est-ce qu'il y a un gouvernement qui est pire qu'un autre? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui ont été pires que d'autres en matière de respect des langues officielles, selon vous? Bien, moi, je dirais, d'une part, le gouvernement fédéral, c'est incompréhensible qu'avant de donner des leçons aux provinces, il devrait s'assurer que dans sa propre cour, ça fonctionne. Le commissaire nous dit, en situation d'urgence, les communications doivent être en 2 langues. Il y a une langue qui est toujours laissée tomber, c'est le français. Puis ce qu'il dit, ce que ça reflète aussi, c'est que en général, même dans les endroits où c'est supposé être bilingue, le français est marginalisé. Même les francophones régressent dans leur capacité à écrire en français, tout ça, parce que le français est trop peu utilisé. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que, il y a eu des plaintes dans différentes provinces. Le commissaire au Québec, dès le départ, il y a eu une place pour l'anglais. On dirait qu'au Québec, l'anglais est très bien respecté et même c'est le français qui recule, mais dans les autres provinces, il y a énormément de difficultés. Puis je pense qu'il faut se poser des sérieuses questions qu'après 51 ans, on a un constat comme ça. Ça montre qu'il y a vraiment un problème fondamental avec la loi sur les langues officielles. On va se laisser là-dessus. C'est tout le temps qu'on a. On espère avoir la chance de vous revoir un peu plus tard, de vous reparler un peu plus tard, parce que ça met quand même en lumière un problème qui est important. Alors, Greg Fergus, Alain Reyes, Mario Beaulieu et Nikki Ashton, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt. Au revoir.